Merci Julie, bonjour à tous. Je me présente, Pierre Leurent, je suis le directeur général et cofondateur de Voluntis. Nous sommes ravis aujourd'hui de faire un point sur l'actualité récente de la société ainsi que ses perspectives. À mes côtés, vous avez Romain Marmot et Guillaume Floch qui vont se présenter l'un et l'autre. Romain. Oui, merci Pierre. Bonsoir à tous. Donc mon nom est Romain Marmot, je suis un des fondateurs de la société avec Pierre et je suis en charge des activités de business development et d'alliance management pour l'entreprise. Guillaume? Bonsoir à tous, Guillaume Floch, je suis le directeur financier de Volantis, professionnel dans l'industrie pharmaceutique, dans la biotechnologie et donc plus récemment chez Volantis que j'ai rejoint il y a moins d'un an en étant très attiré par le côté convergence des technologies logicielles et santé. Voilà, donc je repasse la parole à Pierre qui va vous en dire plus. Merci. Alors quelques mots en introduction pour situer le positionnement de Voluntis, qui est un pionnier qui devient un leader mondial dans le domaine des thérapies numériques. C'est un secteur en émergence et en forte croissance du domaine de la santé numérique. Notre objectif chez Voluntis, c'est d'améliorer l'expérience des patients avec leur traitement médicamenteux. Et concrètement, nos solutions prennent la forme d'applications logicielles pour les patients et les professionnels de santé pour les aider à mieux autogérer un traitement au quotidien tout en permettant aux patients d'être en relation à distance avec leur équipe soignante. Concrètement, au cœur de nos solutions, sur la base des données de suivi des patients que nous recueillons au quotidien, nous avons des algorithmes cliniques qui permettent une analyse des données en temps réel pour fournir une recommandation immédiate, pertinente aux patients pour les aider dans la conduite de leur traitement. L'objectif de cette démarche, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients et leurs résultats cliniques, permettre une meilleure adhérence au traitement, mais aussi permettre des gains médico-économiques pour les systèmes de santé à travers le monde, grâce à cette prise en charge plus continue, plus proactive des soins. Et notre business model consiste en établissement de partenariats de longue durée avec des leaders de l'industrie pharmaceutique. Nous avons d'ores et déjà des accords avec des leaders mondiaux dans plusieurs domaines thérapeutiques. Nous avons le premier portefeuille de l'industrie des thérapies numériques en la matière avec des accords avec AbbVie, Biocon, Bristol Myers Squibb, Eisai, nous y reviendrons, Novartis et Sanofi. Nous avons déjà eu l'occasion de distribuer nos solutions à grande échelle, par exemple aux États-Unis où plus de 100 000 patients ont eu l'occasion d'utiliser nos produits. Nous sommes un acteur de cette structuration du marché des digital therapeutics. Nous avons été précurseurs dans la création de la Digital Therapeutics Alliance, dont nous sommes un des membres fondateurs. Et Voluntis est un acteur qui a déjà une première maturité dans ce domaine à travers une première organisation mondiale. Nous avons des solutions qui ont été déployées à date aux États-Unis, en Union européenne et au Canada. Nous avons une double présence à la fois à notre siège en région parisienne et à travers notre filiale américaine qui est basée à Boston. Nous sommes cotés en bourse en France depuis 2018, avec récemment un transfert sur Euronext Growth, des certifications qui illustrent notre positionnement à l'état de l'art dans notre domaine, ainsi qu'une gouvernance particulièrement expérimentée dans l'ensemble des secteurs qui font référence dans notre domaine, à savoir les sciences de la vie, le numérique et le domaine des assureurs santé. Alors pourquoi nous prenons la parole aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que nous nous inscrivons dans une triple temporalité qui correspond à une forme d'accélération du temps. Il y a un an, nous signions notre premier accord de licence biopharmaceutique avec un leader pharmaceutique pour accéder à notre plateforme. C'était le premier accord de ce type à l'échelle mondiale dans notre domaine d'activité. Il y a un an, nous présentions notre nouvelle feuille de route stratégique ainsi que notre volonté d'accélérer le modèle. Et il y a une semaine, nous annoncions notre nouvel accord pharmaceutique avec le laboratoire japonais Eisai que nous commenterons tout à l'heure. Alors aujourd'hui, le portefeuille de solutions de la société est riche et en croissance. Nous avons plusieurs solutions à différents stades de développement que nous développons progressivement avec nos partenaires de l'industrie pharmaceutique. Un total de 11 produits, dont un déjà commercialisé, un en cours d'examen réglementaire, 4 en phase de développement et 5 en phase de découverte.
L'essentiel de ces solutions pourra être mis sur le marché sur la période de temps 2021-2024. Alors quelques mots sur la façon dont nous créons de la valeur à travers ce portefeuille de thérapie numérique. Eh bien, notre modèle d'affaires porte sur la conclusion d'accords de licence biopharmaceutiques qui sont concrètement des accords de longue durée. Certains, comme on l'a vu, ont des durées de l'ordre de 10 ans ou plus. Nous avons aujourd'hui des revenus qui prennent différentes formes, des facturations commerciales qui portent sur des paiements upfront à la signature des contrats, des paiements de milestones au moment du franchissement, de jalons significatifs sur la trajectoire de co-développement de nos produits avec la pharma, ainsi que des royalties qui correspondent à des revenus par patient que nous enregistrons liés à la licence de nos produits au moment de leur déploiement commercial, ainsi que dans les phases d'études cliniques. À date, l'entreprise a facturé dans ce modèle déjà plus de 42 millions d'euros, dont environ 52% sont liés à des revenus de licence d'accès à notre technologie sous la forme de paiements upfront et de royalties. Notre portefeuille de partenariats pharmaceutiques continue de s'étoffer et nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion de signer 4 nouveaux partenariats de ce type au cours des 18 derniers mois. Nous voulons vous présenter de façon plus spécifique désormais les thérapies numériques de la société. Alors, quelques mots sur notre secteur d'activité. Alors, nous sommes actifs sur un sous-ensemble de la santé numérique qui est assez récent, qui est en très forte croissance. Les thérapies numériques correspondent à des solutions logicielles qui délivrent une intervention personnalisée aux patients qui ont fait la preuve de leur efficacité clinique et qui sont régulés comme des produits de santé à part entière. Donc, dans de multiples pays, ces logiciels sont régulés, par exemple, comme des dispositifs médicaux et doivent faire l'objet d'homologation réglementaire en vue de leur commercialisation. Plusieurs analystes qui suivent ce secteur projettent des taux de croissance à 2 chiffres dans les prochaines années. À titre d'exemple, nous illustrons ici une étude récente qui fait état d'un taux de croissance de 21%. Cette évolution a tendance à s'accélérer, notamment du fait de la pandémie que nous vivons actuellement et qui a eu pour effet de catalyser l'émergence des usages en santé numérique, du fait notamment de la difficulté d'accès aux soins des patients à travers le monde. Pour ce qui concerne Voluntis, nous sommes focalisés sur les plus grands marchés pharmaceutiques mondiaux. Nous avons annoncé il y a 1 an notre priorisation stratégique de l'oncologie. Il s'agit du premier marché au niveau mondial pour l'industrie pharmaceutique avec 237 milliards de dollars de ventes projetées à l'horizon 2024. Donc nous focalisons une grande partie de notre attention sur l'établissement de notre leadership sur ce secteur. Mais nous avons au cœur de nos activités une plateforme qui sous-tend l'ensemble de nos démarches et qui permet de développer des thérapies numériques dans l'ensemble des aires thérapeutiques. Nous avons des activités ainsi dans le domaine du suivi du diabète, ainsi que dans le domaine de l'immunologie. Et nous sommes régulièrement contactés par l'industrie pharmaceutique pour étudier des opportunités de collaboration dans d'autres domaines. C'est le cas, par exemple, dans le domaine de la coagulation, de l'hémophilie, et nous y reviendrons tout à l'heure, par exemple, de la neurologie. Ceci nous donne des opportunités futures de déclinaison de notre modèle de façon vaste sur la base de notre plateforme réplicable. Si on parle des enjeux en fait associés au traitement aujourd'hui et des raisons qui invitent l'industrie pharmaceutique à s'intéresser à ce type de solution, eh bien, nous voyons que sur le marché actuellement, il y a des médicaments qui sont de plus en plus efficaces et performants. Toutefois, ils rencontrent un certain nombre de challenges. Par exemple, lorsqu'il s'agit de thérapies complexes, des difficultés pour les patients pour s'administrer le traitement quotidien. C'est le cas notamment de traitements sous forme injectable. Des problématiques de dosage ou d'observance médicamenteuse. On voit aussi des traitements qui sont de plus en plus pris à domicile. C'est le cas par exemple de traitements anticancéreux. Et là, ces traitements produisent aussi des effets secondaires qui impactent négativement la qualité de vie des patients, qui eux ont une connexion parfois limitée avec leur équipe de soins à distance. Ceci se traduit par des résultats cliniques qui sont souvent sous-optimaux par rapport aux résultats démontrés en études cliniques.
Nous illustrons ici le fait que dans le domaine du cancer, plus de 90% des patients rencontrent des effets secondaires qui impactent leur qualité de vie. Nous avons aussi des patients dans le domaine du diabète, par exemple le diabète de type 2, lorsqu'ils commencent un traitement par insuline, eh bien, plus de 70% des gens n'atteignent pas leur objectif glycémique 1 an après le traitement. Notre démarche consiste à augmenter les thérapies avec le numérique en créant ce qu'on appelle des thérapies numériques compagnons qui viennent s'associer aux médicaments qui sont utilisés par les patients au quotidien pour faciliter leur autogestion de la maladie, le dosage, la gestion des symptômes et le suivi à distance par l'équipe soignante. Nous avons démontré à travers plusieurs études cliniques tout l'intérêt de cette démarche, avec des résultats de plusieurs essais qui ont démontré soit une efficacité plus forte du traitement, soit aussi une meilleure tolérance de ces médicaments. Nous illustrons ici quelques résultats obtenus dans le cancer et dans le diabète. La première étude ayant montré que nous gardions les patients à des stades de sévérité les plus bas en matière de gradation de leurs effets secondaires. Et dans le diabète, nous avons permis à 2 fois plus de patients dans le diabète type 2 d'atteindre leurs objectifs glycémiques en utilisant notre logiciel en compagnon de leur traitement versus le traitement seul. Ceci illustre tout l'intérêt de cette démarche et le fait que nous entrons dans une nouvelle ère où l'industrie pharmaceutique va de plus en plus commercialiser des combinaisons associant médicaments et technologies numériques d'accompagnement. Nous avons des solutions qui sont toutes basées sur une plateforme qui s'appelle Teraxium. Romain, peux-tu s'il te plaît nous illustrer le socle technologique que constitue cette plateforme? Oui, avec plaisir Pierre. Donc, tu le disais tout à l'heure aussi, on parle, de la décennie, qui s'est écoulée et qui nous a permis, de développer cette plateforme, de la renforcer et c'est celle qui est utilisée dans l'ensemble, de nos projets et de nos collaborations avec l'industrie pharmaceutique. Cette plateforme, c'est d'abord une plateforme technologique avec des composants web, mobiles qui permettent, de mettre en œuvre les solutions logicielles et en particulier aussi un moteur algorithmique qui est celui qui permet de fournir au patient en temps réel les recommandations relatives à son traitement qui permettent un meilleur usage du traitement en vie réelle. Derrière cette plateforme, il y a aussi un ensemble d'outils, de processus, de façons de travailler qu'on a développé avec le temps, qu'on a renforcé avec le temps, qu'on a pu faire certifier. Alors, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais la certification ISO 13485, c'est celle qui permet de fabriquer des dispositifs médicaux, y compris les logiciels dispositifs médicaux que nous fabriquons chez Voluntis. La plateforme s'appuie également sur un portefeuille de brevets, j'y reviendrai, qui est en expansion et qui protège un certain nombre de fonctions clés de Teraxium. Enfin, une fois que les solutions sont sur le marché, eh bien, nous les exploitons avec une infrastructure robuste dans les différentes zones géographiques sur lesquelles nous intervenons et qui est opérée dans le respect des réglementations telles que RGPD et IPA sur la confidentialité et la sécurité des données de santé. Et les données, j'y viens justement, c'est aussi une des forces de notre plateforme. Si on passe au slide suivant. Les données, nous les collectons donc en temps réel. Elles sont renseignées par les patients, alors soit directement dans le logiciel, soit via des capteurs qui permettent d'uploader automatiquement les données dans nos serveurs. Alors d'abord pour analyser ces données et fournir les recommandations dont je parlais précédemment, mais aussi de manière anonymisée, déidentifiée, de pouvoir exploiter ces données pour mieux comprendre ce qu'il se passe en vie réelle pour les patients, ce qui est évidemment très important pour nous, pour améliorer notre technologie, mais aussi pour nos partenaires pharmaceutiques qui s'intéressent à l'expérience de traitement des patients en vie réelle, au-delà de ce qui a pu être démontré en essai clinique. Alors, cette plateforme, pour revenir à cette temporalité dont tu parlais, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé pour cette plateforme depuis 2011? D'abord, on a pu sécuriser la plateforme et la propriété intellectuelle sous-jacente avec un portefeuille de brevets qui s'est élargi. On a également plus que doublé le nombre d'essais cliniques publiés qui ont été réalisés sur des solutions numériques qui s'appuient sur cette plateforme.
Et enfin, 12 homologations réglementaires en Amérique du Nord et en Europe pour des thérapies numériques appuyées sur la plateforme Teraxium, ce qui constitue un portefeuille quasi inégalé dans notre industrie des thérapies numériques. Alors pour illustrer cette plateforme plus concrètement pour les patients et professionnels de santé, je vais prendre l'exemple de l'oncologie qui, comme vous l'avez compris, n'est pas la seule ère thérapeutique dans laquelle Teraxium est utilisé, mais qui est un de nos focus majeurs. Alors en oncologie, le problème des effets secondaires dont tu parlais tout à l'heure, Pierre, c'est un problème qui est malheureusement générique et qui affecte la quasi-totalité des patients et des traitements. C'est un problème qui se traduit par des interruptions de traitement, des baisses de doses et qui donc affecte l'efficacité des traitements anti-cancer et aussi l'efficacité du système de santé, puisque les patients interrompent le traitement, doivent parfois aller aux urgences, être réhospitalisés pour des problèmes liés au traitement, en plus des problèmes liés à la maladie. D'ailleurs, les professionnels de santé et les centres hospitaliers eux-mêmes ont détecté cette problématique comme une opportunité majeure d'améliorer l'efficacité de leurs services grâce notamment au digital. Alors, ce qu'on fait justement en oncologie sur la plateforme Teraxium, c'est illustré par le produit qui s'appelle Olina, qui est donc la première solution numérique de ce type à être homologuée aux États-Unis et en Europe pour fournir des recommandations en temps réel aux patients pour une meilleure gestion des symptômes liés au traitement anti-cancer. Si on soulève le capot pour regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette plateforme, sur le slide suivant, eh bien pour les professionnels de santé, c'est d'abord un moyen de prescrire la solution, puisque ces solutions sont des dispositifs médicaux sous prescription, ce qui va permettre aux professionnels de santé d'individualiser le traitement, individualiser le plan de traitement qui va permettre d'établir les recommandations en temps réel. Et donc, de son côté, le patient reçoit sur son smartphone des recommandations basées sur les données qu'il fournit, donc à nouveau soit directement, soit à travers des capteurs. Et ces données sont analysées en temps réel par le moteur d'algorithme qui analyse à la fois les données du patient et le profil de traitement initialement établi par les professionnels de santé pour fournir une recommandation, par exemple pour la gestion d'un symptôme, afin que celui-ci soit traité plus tôt, plus vite, éviter l'escalade vers des situations plus critiques qui, en plus de mener une interruption de traitement, peuvent renvoyer le patient en milieu hospitalier. Alors, maintenant, comment cette plateforme, on l'utilise dans le cadre de nos collaborations avec l'industrie pharmaceutique? Nos partenaires pharmaceutiques, qui sont aussi nos clients, puisqu'ils achètent des licences de la plateforme et ils achètent aussi le co-développement, eh bien, nous confient l'ensemble des activités liées au développement des solutions, à leur homologation réglementaire. Et dans la plupart des cas, nous agissons en tant que fabricant légal de la solution. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en charge des relations avec les autorités de santé type FDA. Et ensuite, une fois la solution en vie réelle, nous exploitons la solution, c'est-à-dire l'hébergement des données de santé, l'exploitation des données de santé, la maintenance, le support technique et la gestion des relations avec les autorités de santé. De leur côté, nos partenaires pharmaceutiques sont en charge de la commercialisation des produits. Alors, commercialisation, ça ne veut pas forcément dire que la solution est soumise à remboursement. Elle peut être fournie en combinaison avec le traitement pour en améliorer l'efficacité ou la sécurité. Et donc, pour nous, c'est une opportunité de bénéficier de partenaires qui ont évidemment une ampleur globale, une empreinte globale et une force de commercialisation très significative. C'est illustré d'ailleurs par le récent partenariat que nous avons annoncé avec Eisai. Alors, quelques mots sur ce partenariat dont vous avez peut-être déjà pris connaissance. Alors, ce partenariat, il est mondial, mais il se concentre sur les États-Unis, l'Europe et le Japon. Évidemment, travailler avec un partenaire japonais sur le marché japonais, c'est pour nous une opportunité de continuer à améliorer
notre approche de ce marché, d'étendre notre capacité à le faire sur le plan réglementaire, sur le plan technologique. Et ce partenariat, ce sera aussi pour nous l'occasion d'explorer de nouveaux usages de notre plateforme Teraxium. Vous l'avez peut-être lu, hem, dans le domaine de la neurologie en particulier, autour de la maladie d'Alzheimer, et de la démence, où notre plateforme Teraxium pourrait également, avoir un intérêt et mener à la création de nouvelles thérapies numériques. Heu, donc encore une fois, c'est, ce nouveau partenariat, c'est au niveau client pharmaceutique qui fait confiance à Voluntis et à sa plateforme Teraxium, et ça nous permet de confirmer la croissance de notre empreinte mondiale sur les thérapies numériques et d'être un des seuls acteurs à être à la fois présent en Amérique du Nord, en Europe et au Japon et on l'espère prochainement dans d'autres pays asiatiques. Je vais te repasser la parole sur ce sujet, Pierre. D'ailleurs, quand on se compare, notamment avec l'addition de ce nouveau partenaire, aussi bien en termes d'aire thérapeutique, de partenariat pharmaceutique et d'empreinte mondiale, on n'a pas vraiment à rougir. Tout à fait, merci Romain. Alors effectivement, hein, lorsque l'on regarde notre positionnement aujourd'hui concurrentiel dans cette industrie naissante des thérapies numériques, eh bien, nous voyons que Voluntis est un acteur à la pointe selon différents critères, à la fois sur la maturité à travers les homologations réglementaires que nous avons obtenues, à travers le premier portefeuille de collaboration pharmaceutique dans cette industrie, et aussi à travers notre empreinte de plus en plus mondiale. Donc c'est un secteur vraiment très dynamique, hein. Les acteurs à nos côtés ici sont exclusivement pour la plupart nord-américains, et nous avons à cœur de continuer à consolider cette avance qui est le fruit de ces 10 ans de travail à construire progressivement à travers une stratégie industrielle ambitieuse ce leader mondial de ce domaine. Nous souhaitons maintenant partager avec vous des éléments sur notre performance financière. Alors là aussi, on voulait faire un point à l'occasion de cet anniversaire en fait, hein, du premier accord de licence biopharmaceutique conclu en 2011. Eh bien, ce que l'on peut constater à titre rétrospectif, c'est le fait que Voluntis est associé de plus en plus à des enjeux majeurs de l'industrie pharmaceutique, comme l'illustre notamment le fait qu'on est désormais en accompagnement de molécules de plus en plus larges en termes de chiffre d'affaires au pic de leur commercialisation. Aujourd'hui, les molécules que nous accompagnons, qui sont à un stade de développement dans notre pipeline, ont des peak sales qui sont estimés à environ 16 milliards de dollars annuellement. Et nous avons aussi, au fur et à mesure des années, réduit le délai pour atteindre des montants moyens de 3 millions d'euros. C'est-à-dire, par exemple, en 2011, il nous fallait 5 ans pour y arriver. Aujourd'hui, c'est en 1 an, voire moins, que nous atteignons ce type de montant par contrat. Et enfin, quand il s'agit des facturations totales de l'entreprise, eh bien, il nous fallait, avant 2017, plus de 7 ans pour y parvenir, et aujourd'hui, sur la période 2017-2020, c'était 3,5 années, et nous continuons à accélérer commercialement, ce qui démontre aussi la force du modèle et le fait que nous sommes sur des accords de plus en plus significatifs, ce qui est d'ailleurs le reflet de notre mondialisation croissante de nos activités et de notre capacité à conclure des partenariats de classe mondiale. Nous voulons faire un point aussi sur l'activité de l'exercice récent. Donc Guillaume, s'il te plaît, peux-tu nous commenter notre trajectoire 2020? Bien sûr. Donc 2020, c'était une bonne année pour Volantis, notamment d'un point de vue facturation commerciale, comme vous pouvez le constater dans le premier graphique, où on voit qu'on a quasiment multiplié par 4 nos facturations. L'EBITDA ajusté s'est également fortement amélioré. On est passé de moins 13 millions à moins 3 millions. Ça s'explique d'une part par les facturations commerciales qui sont meilleures, comme on l'a vu, mais aussi par un plan de réorientation stratégique qu'on avait annoncé en mars 2020, il y a 1 an, et par lequel on a mis aussi en place des économies qui n'ont pas porté entièrement encore effet en année pleine, hein. Il y a un effet fort déjà en 2020, mais pas au-dessus d'une année complète. Donc c'est un effort qui va se poursuivre en 2021.
qui produira encore des effets. Le cash flow libre a suivi la même évolution positive, passant de moins 14 millions en 2019 à moins 2 millions en 2020. Et évidemment, ça se reflète à la fin de l'année dans la situation de trésorerie au 31 décembre, puisqu'on a fini l'année 2020 à 11 millions, quasiment plus du double de l'année dernière, 2019. Comment on est parvenu à ce 11 millions? Donc on est parti des 5 millions au 31 décembre 2019, auquel on a pu compléter par 6 millions de PGE, donc de prêts garantis par l'État, que tout le monde connaît, hein, toutes les sociétés beaucoup de sociétés, surtout dans le monde de la santé, en ont profité. On a également pu procéder à une augmentation de capital par placement privé en fin d'année 2020, qui là aussi nous a permis de récolter 6 millions d'euros. Et puis, comme je le soulignais à l'instant, une consommation de trésorerie de 6 millions également, maîtrisée, qui aboutit à une situation de trésorerie en fin d'année à 11 millions. Cette situation, évidemment, nous rend assez confortables et nous permet d'être en mesure de couvrir facilement nos besoins financiers pour les 12 prochains mois sans aucun problème. Voilà, merci. Un mot sur l'actionnariat. Donc, on a un actionnariat assez diversifié, avec d'une part des investisseurs financiers institutionnels stables, comme BPI France, comme LBO France, qui sont là, qui sont des actionnaires historiques pour Volantis, et qui possèdent, comme vous le voyez, 21% pour BPI et 7% pour LBO France, 6%. Ensuite, on a plus récemment accueilli des actionnaires un côté plus industriel, comme Debiopharm, Indigo, qui est la maison mère de Weezings, qui est le français spécialiste des montres et des balances connectées, et également Eisai. Alors Eisai, ça s'est fait très récemment au travers du contrat commercial. Il y a aussi une participation très symbolique qui a été prise dans Volantis à hauteur de 1%. Et puis, en tant que société cotée en bourse, évidemment, on a un gros tiers de flottant. Le cours de bourse, comme vous pouvez le voir sur le graphique, a repris des couleurs à partir de la fin d'année dernière, octobre. Alors une belle progression du cours, et surtout j'attire votre attention aussi sur le volume de titres échangés. C'est l'histogramme bleu clair qui là aussi a connu une évolution spectaculaire, puisqu'on parle là sur une année glissante du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 à un échange moyen de 110 000 titres par jour, ce qui représente à peu près 411 000 euros d'échanges quotidiens sur notre valeur. Donc c'est très encourageant. Évidemment, un petit rappel sur le fait qu'on a changé de marché, on a changé de catégorie de marché en février 2021. On est passé d'Euronext à Euronext Growth. Voilà pour les points financiers. Je repasse la parole à Pierre qui va vous donner, qui va revenir sur les perspectives de la société. Merci Guillaume. Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir faire un point aussi sur les perspectives de développement. Alors nous avons décidé de prendre la parole aujourd'hui parce qu'il y a un an, nous communiquions notre nouvelle feuille de route stratégique. Alors au cours de la dernière année, nous avons été très focalisés sur l'exécution de cette feuille de route, plutôt sur le court terme. Nous avons finalement rétrospectivement une trajectoire qui s'est passée conformément au plan, ce qui nous donne la possibilité aujourd'hui de faire un point spécifique pour donner davantage de visibilité sur le moyen terme. Et nous avons choisi aussi l'horizon de temps 2025 parce qu'il s'inscrit aussi sur une temporalité à laquelle l'essentiel des thérapies numériques actuellement dans notre portefeuille aura été lancé commercialement. Donc nous aurons à partir de 2025 aussi le plein effet du lancement commercial de ces solutions sur les différents marchés. Alors vous voyez, en 2020, nous avons fini l'année avec un portefeuille de 10 thérapies numériques. Nous avons facturé un petit peu plus de 10 millions d'euros et nous avons une marge d'EBITDA ajustée, donc en pourcentage des facturations commerciales qui était de moins 30%.
En 2025, nous estimons que la société pourra avoir un portefeuille de plus de 20 thérapies numériques dans le cadre des accords conclus avec l'industrie pharmaceutique. Donc à la fois les accords existants et les nouveaux accords que nous entendons conclure dans les mois et les trimestres à venir. Nous ambitionnons d'avoir des facturations commerciales qui dépasseront 40 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajustée qui s'établira à plus de 30%. Si l'on se projette sur un horizon au-delà de 2025, eh bien, nous entendons continuer sur notre trajectoire commerciale avec la conclusion de nouveaux accords qui devraient aussi être de plus en plus soutenus à la faveur de l'expansion de notre leadership dans le domaine. Ceci aura pour conséquence aussi une expansion du portefeuille de thérapie numérique que nous ciblons à la fois dans l'oncologie et probablement aussi à travers une expansion de plus en plus dans d'autres aires thérapeutiques au fur et à mesure de nos activités de partenariat avec la pharma. Nous anticipons une évolution forte aussi de la structure de nos revenus, de plus en plus polarisée sur les royalties que nous avons négociées dans nos accords, qui prennent la forme de paiement de licences par patient. Donc sur la base en fait des projections que nous pouvons faire, en fait des nombres d'utilisateurs de nos solutions dans les différents marchés cibles. Donc nous avons des accords déjà existants qui pourraient générer plusieurs dizaines de millions d'euros de licences chaque année, sachant que ces accords aussi, à titre individuel, peuvent représenter des montants très substantiels. Le plus large de ces contrats peut, sur sa durée, représenter à lui seul plus de 100 millions d'euros de revenus. Nous estimons aussi que la marge d'EBITDA ajustée au-delà de 2025 pourra progresser au-delà de 30% pour progressivement atteindre, voire dépasser 45%. Ceci est lié au fait que les revenus seront de plus en plus polarisés sur une structure de royalties, mais aussi nous aurons des effets d'échelle liés à notre plateforme et sa scalabilité, puisque plus il y aura de volumétrie aussi d'utilisateurs de nos solutions dans les différents pays, plus aussi on aura des coûts qui seront de plus en plus optimisés par patient, et ce qui nous permettra de pouvoir générer ces économies d'échelle et donc cette progression d'EBITDA ajusté. Pour ce qui concerne 2021, nous reconfirmons nos objectifs qui portent sur les facturations commerciales qui seront comprises entre 8 et 12 millions d'euros, et nous ambitionnons d'être cash flow libre positif au deuxième semestre de cette année. Et au passage, nous ciblons une marge d'EBITDA ajustée positive à partir de l'année prochaine, et ensuite une continuité sur cette trajectoire de croissance rentable. Si l'on regarde notre feuille de route stratégique, eh bien, elle représente un vaste potentiel de création de valeur pour nos actionnaires. Alors nous sommes focalisés à court terme sur des priorités très claires qui sont liées à notre modèle de collaboration avec la pharma. Tout d'abord, nous entendons accompagner le plus efficacement possible les lancements des thérapies numériques co-développées avec nos partenaires. Donc les pays ciblés, nous l'avons vu, sont principalement au départ les États-Unis et l'Europe, alors avec certainement maintenant aussi notre nouvelle dimension asiatique à travers ce nouveau partenariat portant sur le Japon aussi. Nous avons aussi pour ambition de continuer à déployer ce modèle plus largement en étendant notre portefeuille de collaboration avec de nouveaux clients. Nous avons des discussions commerciales en ce sens actuellement. Nous avons aussi la possibilité de déployer plus largement notre modèle avec nos clients existants, qu'il s'agisse d'accompagner davantage de molécules dans leur portefeuille, mais aussi de les accompagner, par exemple, sur d'autres géographies à travers le monde. Et comme nous l'indiquions précédemment, eh bien, nous avons aussi des opportunités croissantes de réplication de notre modèle dans d'autres aires thérapeutiques que celles sur lesquelles nous sommes actifs actuellement. Alors, nous étudierons les opportunités d'extension avec Eisai dans le domaine de la neurologie, qui est un secteur qui est aussi particulièrement propice à ce type de solution. Mais à titre d'illustration, nous pouvons d'ores et déjà imaginer des opportunités futures de travail dans des domaines comme les maladies auto-immunes ou les maladies rares, qui là aussi se prêtent parfaitement bien à ce type d'approche. Donc ces priorités de travail avec la pharma correspondent à un marché adressable qui est particulièrement vaste. Nous estimons qu'il se chiffre en plusieurs milliards d'euros,
Et voilà, ce type de business model peut, au passage à l'avenir, représenter des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Cela dit, nous avons aussi, à plus ou moins long terme, des opportunités d'extension de notre modèle, hein, qui ne sont pas actuellement factorisées entre guillemets dans notre plan de développement, mais qui s'offrent potentiellement à nous à l'avenir. Par exemple, nous avons des opportunités d'extension progressive de notre offre vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Par exemple, sous la forme de commercialisation de nouveaux services basés sur les données. Plus nos solutions seront diffusées commercialement, plus nous aurons d'utilisateurs et plus les données que nous recueillons et gérons dans nos systèmes représenteront une valeur stratégique croissante. Et nous voyons aussi que les nouvelles techniques, en particulier aussi d'intelligence artificielle, vont nous permettre d'être de plus en plus dans l'anticipation, dans la prédiction des trajectoires des patients et aussi d'être toujours plus en plus dans l'anticipation avec des interventions qui vont devenir de plus en plus personnalisées et intelligentes pour permettre d'apporter toujours le meilleur service aux patients et aux professionnels de santé au fur et à mesure de ces parcours de soins. D'autres extensions possibles concernent les essais cliniques, hein, qui eux-mêmes se numérisent tous les jours davantage. Et si l'on regarde aussi les opportunités de façon plus large qu'avec l'industrie pharmaceutique, eh bien aujourd'hui, nous avons la possibilité d'ambitionner à l'avenir des commercialisations auprès d'autres partenaires dans le domaine de la santé. C'est le cas par exemple des fournisseurs de soins, des assureurs, voire des fournisseurs de services de santé. Il y a véritablement aujourd'hui un boom, hein, de la santé numérique avec de plus en plus de pratiques de suivi médical à distance et nos solutions peuvent apporter des réponses tout à fait pertinentes dans ces différents contextes. Donc vous le voyez à travers nos priorités court terme d'un côté et nos opportunités d'expansion de notre modèle par la suite, nous avons un vaste potentiel de création de valeur. Et si l'on résume aujourd'hui, pour conclure, les quelques raisons qui, je pense, peuvent vous inviter, si vous n'êtes pas déjà, à être actionnaire de l'entreprise, eh bien, c'est tout d'abord un positionnement sur un marché en très forte expansion, celui des thérapies numériques. Voluntis est un acteur qui aujourd'hui a une plateforme technologique mûr, robuste, duplicable, qui fait la preuve au quotidien. On le voit, des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique régulièrement cherchent cette expertise, nous auditent, sont satisfaits du niveau de performance que nous avons atteint à travers cette construction progressive au cours de la dernière décennie d'une plateforme à l'état de l'art de son marché. Nous avons aussi un track record de plus en plus solide, hein, en termes de portefeuille, de partenariat avec la pharma d'un côté, mais aussi donc de solutions de thérapie numérique en développement à travers ces collaborations. Nous avons une trajectoire financière qui est attractive en vue d'une croissance rentable. C'est lié au fait que nous sommes à la fois à la convergence entre les économies d'échelle du logiciel et celles des produits de santé, ce qui nous permet à l'avenir d'être sur des économies qui ressembleront à celles du logiciel, mais aussi selon ce qu'on pourrait appeler un modèle MedTech+. Et enfin, au-delà du plan que nous avons aujourd'hui, nous avons des opportunités additionnelles de création de valeur qui sont devant nous et que nous continuerons à étudier au cas par cas pour nous permettre, le cas échéant, d'accélérer encore davantage notre feuille de route.